Deux choses. La première, c'est que j'avais besoin d'une sorte de catharsis, de me reconnecter à certains épisodes douloureux de mon parcours, qui a 30 ans, et plus particulièrement de ce qui s'est passé après Covid, où il y a eu 3 ans plutôt compliqués sur les différents niveaux, personnel, santé, financier. Et puis, le souhait de pouvoir partager et donner envie à des gens de comprendre pourquoi mon engagement pour le monde rural est un engagement qui peut fédérer beaucoup de gens. Alors, tu vois, juste à la question, je fais un sourire parce que ça me reconnecte à un très très beau moment de ma vie que j'ai l'impression de revivre en écoutant la question. Julien, c'est un SDF que j'ai rencontré à Montpellier quand j'avais 20 ans. Je sortais de la poste, j'avais fait des achats d'enveloppes, de courriers pour pouvoir promouvoir ma première association qui s'appelait Baraka, pour la paix dans le monde, la protection de l'enfance et de l'environnement. Donc la folie, elle a commencé il y a très très longtemps. Et en sortant de la poste, à Montpellier, en pleine... je me rappelle plus du nom de la rue, c'était pas très loin des Trois Grâces, je rencontre un SDF, j'entends une voix. Est-ce que je peux avoir un papier et un stylo? Et je me tourne et je vois un regard plein d'intelligence, de tristesse. Je lui donne ce qu'il a demandé. Il me dit est-ce qu'il y a un endroit où il peut se doucher? Je l'oriente vers le Secours populaire français avec qui j'étais en contact et je repars. Et en fait, je reviens, c'était pas prévu. Je le retrouve, je l'avais pas prévu. Il arrive chez moi, c'était pas prévu. Et on passe une soirée extraordinaire à discuter de choses. On a refait le monde avec un SDF français qui était une lumière parmi beaucoup d'obscurité. Alors Julien, c'est un SDF que j'ai rencontré à Montpellier. En fait, j'aime pas le présenter comme ça. Julien, c'est un jeune homme qui était parti de chez lui parce qu'il s'était fâché avec son frère. Il s'était fâché avec le système et il a fini par errer dans les rues de Montpellier. Et j'ai eu une très belle rencontre avec lui où, d'une demande pour avoir du papier, il s'est retrouvé chez moi à la maison pour pouvoir se doucher. Une très belle soirée et un partage exceptionnel. Ne pas juger ce qu'on peut voir au premier regard. Ne pas juger l'apparence d'une personne qui est peut-être sale ou sent mauvais pour des raisons qui ne sont pas forcément de sa volonté. Prendre le temps d'aller au-delà des 30 premières secondes, essayer de comprendre un peu ce qui l'a amené à vivre ce moment. Je crois que le titre, ce serait un soubresaut inattendu. Le titre du livre, je l'ai parce que je suis en train de l'écrire. C'est en anglais, Wild is the New Wise. En français, ça voudrait dire que la nouvelle sagesse se traduit par être sauvage. Sauvage dans le sens nature et sauvage dans le sens défendre bec et ongle certaines injustices. C'est d'ailleurs ce que représente le logo du tigre et du colibri. D'abord, j'ai écrit Folle Sagesse parce que je souhaitais cofinancer un projet d'accompagnement au développement dans le nord du Maroc entre mon entreprise solidaire, l'Académie rurale d'excellence, et ML Biladi, notre ONG, qui soulage les problèmes structurels des villages qu'on accompagne. Le séisme arrivé, j'ai perdu des gens de ma famille. J'ai été sollicité par des Marocains, des amis de la famille qui sont à l'étranger, qui m'ont dit est-ce que ML Biladi va faire quelque chose? J'ai dit oui. Et j'ai augmenté le prix du livre pour pouvoir cofinancer une partie du projet Nord et cofinancer une partie reconstruction au Sud. La question que tu me poses m'envoie à un moment que j'ai vécu avec ma fille, Lila. On était parti une fois avec une chaise roulante qui avait été offerte par une personne pour l'offrir à une dame qui marchait à quatre pattes. Et on arrive chez la dame en fin de journée
Ma fille, elle avait 9-10 ans. Elle montait la chaise. Et je l'observais avec beaucoup de joie dans mon cœur de la voir s'impliquer de cette manière-là. Alors que ça pouvait la heurter de voir une malformation aussi conséquente. Et la dame monte sur la chaise, elle s'occupait de sa maman, elle touchait que 50 dirhams par mois. Donc, situation extrêmement compliquée, pas de remède, rien. Et on assiste à quelque chose d'extraordinaire, c'est que elle se met derrière son ânesse et l'ânesse s'incline pour la laisser monter sur son dos. Et ta question me renvoie à ce moment parce que je viens de passer 4 jours dans les provinces touchées, en éclaireur, et j'ai vu un village entièrement dévasté. J'ai vu 5 villages, 3 dévastés et 1 dévasté physiquement et dévasté humainement parce qu'ils ont perdu 48 personnes. Et malgré ça, une résilience extraordinaire et surtout l'acceptation de ma demande, à savoir la création d'une association de développement du village avec un jeune président, une femme trésorière et des anciens dans le bureau. Ils sont en train de le faire. Voilà. On a décidé d'agir un peu différemment. On a décidé d'agir pour reconstruire. Ahmed Biladi, agir pour reconstruire. Avec un certain nombre de partenaires qui vont être mis en avant dans les prochaines semaines. Et on a commencé à signer des conventions de partenariat importantes et prometteuses d'avenir. On a 4 étapes. La première, c'est redistribuer avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité des dons qui arrivent de l'étranger. Du Canada, de Belgique, de France, par des Marocains qui nous les envoient. Avec un contrôle qui se fait en amont pour nous assurer que ce qu'on reçoit est conforme par rapport à ce qu'on a demandé et ce qu'il a été promis. Et des gens exceptionnels là-bas. La deuxième étape, c'est un soutien psychologique à 3 niveaux. Une équipe de psychologues, une équipe pour la prévention suicide qu'on va annoncer dans quelques jours, et une équipe internationale qui a une technique de respiration qui agit spécifiquement pour les populations qui ont subi des traumas, séismes, guerres, inondations. Et c'est une première au Maroc et on est heureux et honoré d'être un pilote pour eux en sachant qu'on va voir comment le déployer sur beaucoup de villages. La troisième opération qu'on fait, c'est une opération de reconstruction provisoire, notamment avec Elie Moyal, l'architecte, qui a inventé un concept sublime qui s'appelle Nouala, qui, pour moins de 10 000 dirhams, une petite cabane de 15 mètres carrés qui résiste à l'hiver. Il y a des experts, une trentaine d'experts qui sont en train de travailler sur la même cabane à 75 mètres carrés pour accueillir une famille. Il y a d'autres solutions qu'on a, des solutions pour de l'eau potable, des toilettes sèches. On est véritablement en train de voir comment permettre aux gens de passer de l'attente à quelque chose d'un peu plus consistant avant la reconstruction. Les gens ont besoin de se couvrir, les gens ont besoin d'être soutenus psychologiquement parce qu'il y a des traumas énormes et ils vont être encore beaucoup plus forts dans les 3 mois. On ne peut pas tout de suite reconstruire, il faut quelque chose de provisoire qui remplace l'attente parce que l'hiver arrive et il va y avoir une reconstruction. Nous, à notre niveau, à notre tout petit niveau, et mon souhait et mon rêve de fou, encore une fois, c'est de lever beaucoup d'argent, près de 100 millions de dirhams, pour pouvoir travailler à la reconstruction de 1 à 3 douars avec les habitants, avec l'agence qui est en train d'être formalisée après l'appel de Sa Majesté, voir comment on peut fédérer les aides qui vont être reçues par les habitants et faire les choses de manière propre, au goût des habitants et pas au goût luxueux de certains, fantaisistes pour ne pas dire autre chose, et une partie des dons qui part pour le projet Nord parce qu'on ne peut pas se permettre d'oublier les 100 000 villages qui observent ce qui se passe au niveau du Sud. J'entends les anges de l'inspiration. C'est vraiment ça, j'entends les anges de l'inspiration. Des fois, je pense à un truc, je laisse processer et j'entends les anges de l'inspiration. Le livre, c'est écrit comme ça. Le premier chapitre, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai entendu ça pendant 3 jours. 3 jours de suite,
3 fois de suite. La 3e fois, j'ai compris que le premier chapitre était là. Je me suis assis et c'est parti. Le livre, je l'ai écrit en 3 semaines. Il a fallu 2 mois pour le compléter, en sachant que j'étais entre ici, le nord, etc. Donc c'était assez particulier. Après, ça dépend sur quoi je me concentre. Là, par exemple, je dois écrire une chronique pour un partenaire média. Ça fait 48 heures que je la prépare dans une partie de ma tête et je sens cette partie de ma tête la travailler. Pendant que les autres parties travaillent. Je suis un peu... et ça me fait du bien, j'aime écrire. J'aime écrire et j'ai la chance de pouvoir toucher les cœurs parce que c'est mon cœur qui s'exprime. Tu me reconnectes à des émotions, c'est pas cool. Ou c'est bien. Je pense que le plus dur pour moi et le plus apprenant pour moi, ça a été la période Covid, post-Covid. Covid parce que 3 jours avant le confinement, j'étais en meeting avec l'ambassadeur du Japon, avec un ami, Aïssa Azouzi. En sortant du meeting avec l'ambassadeur, qu'on avait rencontré après des événements par le groupe Le Matin du Sahara, où j'avais fait une conférence pour parler de ma perception par rapport au nouveau modèle de développement et l'absence à l'époque d'actions concrètes pour le monde rural. Aïssa m'a dit en sortant du meeting avec l'ambassadeur, attention, ça va devoir tout changer. Et j'ai pas voulu l'entendre. Ça a été dur parce que pendant le Covid, j'ai eu un cadeau magnifique avec une trentaine d'étudiants de l'ISCAE où on a fait des actions très belles pour 3 villages à Benguéré. Mais après, ça a été une grosse traversée du désert. Faire le deuil de Amel Biladi et de l'Académie rurale d'excellence, pour moi, c'était fini. Travailler à l'acceptation de ça, c'était extrêmement compliqué. Traverser une dépression, c'était dur. Travailler dans un centre d'appel au plus bas de l'échelle, c'était très compliqué à gérer au niveau résilience, ego, environnement humain. Et en même temps, tellement apprenant sur des choses. Sortir de ça pour travailler avec un cabinet étranger, français, fondé par une Marocaine, où j'ai travaillé pendant 5 mois, payé peu, mais un peu mieux que ce que j'avais, et pas payé le 6e mois, parce qu'elle m'a fait faux goût. Donc c'est ce chapitre-là qui a été le plus dur, et en même temps, parce qu'il m'a reconnecté à beaucoup d'émotions, et en même temps, c'est un moment de ma vie où j'ai pris beaucoup de recul et de détachement par rapport à beaucoup de choses. Et où je ne suis plus en attente de rien par rapport à qui que ce soit. Et ça, c'est la leçon de ma vie, de vivre en connexion avec Dieu, en amour avec les autres, mais sans attente de quoi que ce soit. J'aimerais qu'il rejoigne l'aventure. J'aimerais qu'il fasse le lien entre cette folie magnifique de croire que tout est possible et cette sagesse belle d'accepter qu'un petit est faisable. Et j'aimerais qu'au-delà de l'histoire, il y ait des enseignements que j'ai humblement souhaité partager qui puissent apporter un éclairage aux gens, à savoir permettre aux enfants de rêver sans limite, garder ses rêves quand on est adulte, parce qu'il n'y a que ça qui permet d'avoir le sourire, quelles que soient les difficultés qu'on peut vivre dans la vie. Bah déjà, j'ai vu la mort 5 fois, et ça a commencé tôt. 1 an et demi, 3 ans, 6 ans, 18 ans, 19 ans. 1 an et demi, j'ai été maltraité méchamment par une dame qui, je pense, a eu un accès de folie. J'ai fait une chute à 3 ans, j'ai fait une chute à 6 ans, un accident de voiture à 18 ans, un incendie à 19 ans. Et j'ai fait 7 dépressions dans mon parcours de vie. Donc ça, c'est ma vie personnelle et comment j'ai été amené à gérer mon hypersensibilité
et je peux le dire sans prétention, une hyper-intelligence intellectuelle émotionnelle, qui est très compliquée à gérer, digérer, assimiler et à faire accepter. Après, j'ai eu beaucoup de difficultés sur mon chemin, et notamment ces 12 dernières années, où on m'a traité de fou, de rêveur, de passionné, d'islamiste, et j'en passe. Mais tout ça, je le vis avec un grand sourire parce que moi, ce travail, je l'ai dédié à Dieu avec beaucoup d'amour, et aux enfants du monde rural, et aux petites filles du monde rural. Donc, ce qui me réconforte un peu aujourd'hui, c'est d'être entouré de gens exceptionnels, qui me font confiance, qui me portent et me donnent une énergie tellement belle que preuve en est ce qu'on est en train de faire maintenant. Que mon livre, enfin, puisse être publié dans un événement aussi prestigieux que Book Club, avec des gens exceptionnels qui ont fondé Book Club, que j'aime beaucoup, des journalistes comme toi, Landry, etc. Il y a ma chance dans mon parcours de vie, c'est de pouvoir rencontrer de très belles personnes et de les fédérer autour de quelque chose qui touche les cœurs. Et ça dépasse de très loin toutes les difficultés, les épreuves qu'on a pu vivre. Je vais vous offrir l'extrait d'un poème qui m'a accompagné toute ma vie et qui continue à le faire. Et je vais vous lire un passage du livre qui est une citation. L'extrait du poème, c'est un poème de Kipling qui dit « Quand tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, tu seras un homme, mon fils. » Et ce poème, il est juste sublime, il faut l'apprendre. Il y a des femmes qui ont eu l'intelligence de le transformer en « Tu seras une femme, ma fille ». Et c'est véritablement quelque chose qui est une grande leçon de vie. Donc ça, c'est le premier passage. Et le deuxième, c'est mon frère Adil, mon grand frère, qui nous l'a envoyé quelques jours avant que on m'offre l'idée d'écrire une citation, 3 passages dans mon livre où il y a des enseignements, donc 3 enseignements et 3 citations. Et la première citation, elle est de Jean d'Ormesson. Il dit « Renoncer à la haine, elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse, et la sagesse, une folie. » Et j'ai trouvé très beau ce lien entre cette citation d'un grand monsieur et mon livre « Folle sagesse », en sachant que c'est ma fille qui a mis un S au titre, et comme elle connaît bien son père, et que j'ai trouvé ça très profond, on a rajouté le S. Voilà.